50 ans après avoir été rebaptisée, Ho Chi Minh Ville, la grande métropole du Sud, célèbre un anniversaire historique et chargé de sens. Héritière d'une aspiration populaire, elle a transformé cet honneur en moteur de développement, affirmant son rôle économique, culturel et pionnier du pays. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 27. Il y a un demi-siècle, le 2 juillet 1976, lors de sa première session, l'Assemblée nationale de la 6e législature a adopté une résolution rebaptisant Saigon Gia Đình en Ho Chi Minh Ville, concrétisant ainsi l'aspiration profonde de nombreuses générations nourries pendant des décennies. La décision de l'Assemblée nationale de la 6e législature n'a pas seulement établi le nom officiel d'une ville qui, pendant 30 ans, a vécu pour le pays, avec le pays, mais lui a également confié une responsabilité immense, une mission nouvelle à la fois en hauteur et en profondeur, liée au nom du dirigeant bien-aimé de la nation. Ho Chi Minh Ville est ainsi devenue la seule localité du pays à porter le nom de l'oncle Ho, une appellation à la fois source de fierté et rappel d'une mission pionnière. 50 ans après, le nom de Ho Chi Minh Ville brille encore, tel un rappel silencieux mais indéfectible. Il incarne une fierté, mais avant tout une promesse faite à l'histoire. Portant son nom, la cité se doit de transformer l'honneur en responsabilité, la mémoire en force et cette appellation en gouvernance de qualité, en esprit d'innovation, en espace culturel et en amélioration constante de la vie de ses habitants. À cette occasion, nous revenons sur le parcours du président Ho Chi Minh à la quête de la voie du salut national. Le 5 juin 1911, le jeune Nguyễn Tất Thành, futur président Ho Chi Minh, quittait le quai de Nha Rong pour un long périple à travers le monde. Un départ qui ouvrait une nouvelle page de l'histoire du pays. Le 2 septembre 1945, sur la place historique de Ba Dinh à Hanoï, le président Ho Chi Minh proclama solennellement la déclaration d'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam, premier État démocratique populaire d'Asie du Sud-Est, ouvrant ainsi une nouvelle ère d'indépendance et de liberté pour la nation. Les articles complets sont disponibles dans le Courrier du Vietnam numéro 27 ou sur le site lecourrier.vn. Le Festival du Lotus de Hanoï 2026 a officiellement ouvert ses portes sous le thème « Les couleurs du lotus de Hanoï ». Au-delà de la célébration de la beauté de cette fleur emblématique, le festival propose un voyage à la découverte des valeurs culturelles qui se sont développées autour du lotus au fil des générations, de l'artisanat et des arts traditionnels jusqu'à la vie contemporaine. Fin juin, au moment où les lotus sont en pleine floraison, le lac de l'Ouest devient un lieu de rencontre privilégié pour des milliers de Hanoïens et de visiteurs. En parcourant les différents espaces thématiques du festival, une évidence s'impose. Le lotus est partout, mais chaque espace raconte une histoire différente. Certains viennent admirer la beauté des fleurs, d'autres découvrent des produits innovants à base de lotus. Auparavant, je ne comprenais pas vraiment toute la valeur de cette fleur. Après avoir découvert ce festival, j'ai ressenti plus profondément encore la richesse et la délicatesse des motifs inspirés du lotus pour les clientes qui viennent dans ma boutique pour faire confectionner des áo dài, robes traditionnelles vietnamiennes. J'intègre souvent des motifs de lotus dans mes créations. Lorsqu'elle les porte à l'étranger, c'est aussi une manière de faire découvrir la culture vietnamienne.
Derrière chaque produit à base de lotus se trouve un savoir-faire traditionnel transmis de génération en génération. Mais pour que ces valeurs continuent de vivre dans la société actuelle, la simple préservation ne suffit pas. Il faut aussi les faire évoluer. Ce que je souhaite avant tout, c'est qu'après ce festival, chacun aime davantage le lotus et apprécie encore plus les produits traditionnels de Hanoï. Pour le thé au lotus de Taiho, le plus difficile est de réussir à imprégner pleinement chaque feuille de thé du parfum naturel du lotus. Notre famille préserve et transmet ce métier depuis 5 générations. La tradition ne peut véritablement perdurer que lorsqu'elle s'est dialoguée avec son époque. Aujourd'hui, de nombreux artisans et créateurs cherchent à préserver l'essence de leur héritage culturel, tout en lui donnant une nouvelle expression afin de rapprocher le lotus des jeunes générations. À mon avis, préserver la tradition et innover sont tout aussi importants. L'essentiel est que les artisans comprennent profondément la valeur du lotus et mettent tout leur cœur dans chaque produit. Le festival accorde également une place innovante aux enfants, car les valeurs culturelles ne peuvent être durablement préservées que lorsqu'elles sont transmises aux générations futures à travers des expériences simples, concrètes et vivantes. La fleur de lotus mérite d'être un symbole culturel du Vietnam. Au-delà de sa beauté, elle représente la pureté, la résilience et les qualités du peuple vietnamien. J'espère que d'autres initiatives de ce type seront organisées afin de diffuser encore davantage l'image du lotus. À Hanoï, le lotus ne se retrouve pas seulement dans les étangs qui bordent le lac de l'Ouest ou dans une tasse de thé délicatement parfumée dégustée au petit matin. Il incarne aussi l'élégance et le raffinement de la capitale, ainsi que les valeurs culturelles préservées et transmises de génération en génération. Les couleurs du lotus de Hanoï n'est donc pas seulement un événement estival, c'est une invitation à découvrir une capitale qui protège son patrimoine tout en le réinventant afin que la culture continue de vivre pleinement dans le quotidien d'aujourd'hui. Les grands moments de l'histoire de l'équipe de France de football sont mis à l'honneur à travers l'exposition photographique Les Bleus, 2 étoiles et une légende, présentée à l'Institut français d'Hanoï. L'exposition permet au public de retracer près d'un siècle d'histoire d'une sélection sacrée à 2 reprises championne du monde. Alors c'est une exposition photographique faite dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut français de Paris et la Fédération française de football et qui retrace avec qui les Français partagent cette ferveur. Et je pense que cette ferveur, c'est aussi un point que l'on partage en commun avec les Vietnamiens. Je pense notamment, moi j'y étais à l'Asian Cup de 2024 où les Vietnamiens sont sortis victorieux et on le voit en fait au Vietnam comme en France. On a célébré nous les victoires sur les Champs-Élysées. Les Vietnamiens étaient aussi sortis dans les rues étaient noires de monde et ça faisait vraiment plaisir de voir cette ambiance ici même au Vietnam. L'aventure débute en 1930 lorsque l'équipe de France participe à la première Coupe du Monde en Uruguay à bord du SS Côte Verte. Les visiteurs redécouvrent ensuite plusieurs rencontres entrées dans la légende. Le match de Séville en 1982, la victoire contre le Brésil lors du Mondial 1986, le sacre à domicile en 1998 ou encore le 2e titre mondial remporté en 2018. L'exposition consacre également un espace à la finale de la Coupe du Monde 2022, considérée comme l'une des plus spectaculaires de l'histoire du tournoi. La France s'associe au Vietnam, au gouvernement vietnamien, dans ses orientations pour développer le sport.
Et on espère, nous, avec notre coopération franco-vietnamienne, que le Vietnam puisse concourir davantage dans des grandes compétitions internationales telles que la Coupe du Monde. Et sait-on jamais, je fais le vœu en tout cas qu'un jour nous puissions avoir ensemble et pouvoir regarder un match ensemble qui serait un France-Vietnam en Coupe du Monde. Pour les passionnés de football, les amateurs de culture française ou tous ceux qui souhaitent découvrir l'histoire de l'une des sélections les plus prestigieuses du monde. Cette exposition offre l'occasion de revivre les moments qui ont forgé la légende des Bleus. L'exposition est ouverte au public à l'Institut français du Vietnam, à Hanoï, jusqu'au 20 juillet. La résolution numéro 71 du bureau politique sur le percé dans le développement de l'éducation et de la formation est considérée comme un levier important pour réformer l'enseignement professionnel. Son objectif, rapprocher davantage la formation des besoins réels du marché du travail. Dans cette entreprise, les commandes ont doublé. Les lignes de production fonctionnent désormais en continu, parfois en plusieurs équipes. La principale difficulté n'est plus seulement de respecter les délais, mais de trouver suffisamment de travailleurs techniques qualifiés. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Sơn đang có cái nhu cầu tuyển dụng lực lượng lao động có tay nghề. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, formée dans les établissements d'enseignement professionnel. Cette année, nos besoins concernent principalement les métiers du soudage, de l'emboutissage et de l'usinage. Nous devons recruter environ 50 à 70 travailleurs qualifiés, soit environ une fois et demie plus que l'année précédente. Face à cette pénurie, de nombreuses entreprises cherchent désormais à préparer leurs ressources humaines dès le plus tôt possible. Chez Lamson, plusieurs étudiants en mécanique sont directement intégrés aux ateliers pendant leur stage. Pendant notre stage, nous bénéficions des mêmes avantages et conditions que les employés de l'entreprise. Concrètement, nous percevons un salaire d'environ 10 millions de dons par mois et si nous habitons loin de l'entreprise, nous pouvons également bénéficier d'une aide au logement. Actuellement, la proportion de travailleurs ayant un certificat de formation professionnelle est d'environ 25%, tandis que dans les pays développés, ce chiffre avoisine 70%. Avec l'objectif d'une croissance économique à deux chiffres dans les prochaines années, l'amélioration de la productivité du travail devient une priorité. Nous prévoyons d'agrandir notre usine dans les prochaines années. Nous développons également de nouveaux projets liés à l'automatisation, à la semi-automatisation et aux technologies avancées chez Tín Khải. Les exigences concernant la qualité des candidats sont élevées. Les nouveaux employés bénéficient d'une formation et d'un accompagnement pour maîtriser les machines et les équipements. Thị trường lao động của năm 2026 này vẫn tiếp tục Le marché du travail en 2026 continue de connaître des évolutions positives. Cependant, un déséquilibre entre l'offre et la demande persiste, notamment dans les zones industrielles et les zones France où la demande de recrutement augmente. Le recrutement ne répond pas encore aux exigences des entreprises. Đặc biệt là ở một số các khu công nghiệp, khu chế xuất, cái nhu cầu tuyển dụng lao động xu hướng ngày càng tăng.
Dans cet établissement de formation, de nombreux programmes de coopération avec les entreprises sont mis en œuvre afin de former les compétences professionnelles des étudiants. Ceux-ci participent à des pratiques et stages en entreprise dès la première année. Chúng tôi đã kết hợp được 3 nhà, trong đó đúng như nghị quyết 71 nói, đó là nhà trường, doanh nghiệp và Nous avons réussi à mettre en place une coopération étroite entre les 3 acteurs principaux, les établissements de formation, les entreprises et les étudiants. Nous collaborons aussi avec les entreprises pour construire des programmes adaptés aux exigences professionnelles actuelles. Dans ce cadre, les étudiants bénéficient non seulement d'une formation théorique, mais également de lieux d'apprentissage et d'expérimentation professionnelle directement au sein des entreprises au Vietnam. Cette approche constitue l'une des orientations les plus prometteuses pour le développement de l'enseignement et de la formation professionnelle. Il fut un temps où chaque saison d'admission dans les écoles professionnelles était une véritable course sous pression. De nombreux parents considéraient encore les études professionnelles comme un choix de second rang. Ces dernières années, lorsque nous avons échangé avec les parents d'élèves, nous avons constaté une évolution très nette de leur perception. Ils comprennent désormais que lorsque les résultats scolaires de leurs enfants ne sont pas particulièrement exceptionnels, les parcours 9+, constituent une option très pertinente. Après 3 années de formation, les élèves obtiennent le diplôme de fin d'études équivalent du baccalauréat en autre professionnel de niveau intermédiaire. Selon la résolution numéro 71, l'enseignement professionnel devra évoluer vers davantage d'autonomie, le développement de formations de haute qualité, un renforcement des liens avec les entreprises et une plus grande ouverture à l'intégration internationale. Cette orientation est considérée comme un tournant majeur permettant aux établissements de sortir d'une logique de formation trop rigide pour mieux répondre aux besoins réels du marché du travail. Des ateliers de production confrontés au manque de main-d'œuvre qualifiée au sein de formations de plus en plus connectées aux entreprises. Le marché du travail envoie un signal clair. La demande de ressources humaines hautement qualifiées est en forte progression. Avec les nouvelles orientations de la résolution numéro 71, l'enseignement professionnel est appelé à ne plus être considéré comme un choix secondaire, mais à devenir une voie essentielle pour former une main-d'œuvre compétente, capable de répondre aux exigences de l'économie moderne.